20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors, ça fait donc 30 secondes que nous avons commencé l'émission et toujours pas de nouvelles polémiques signées Raquel Garrido. On est un peu inquiet. Voilà. En même temps, on n'a pas regardé Snapchat de la journée, donc voilà, il va falloir après l'émission, on va regarder ça. Et eux, ils sont venus pétillants. Exactement. Et plein d'envie. Et les informés de France Info reçoivent ce soir Éric Scholl, directeur de Courrier International. Bonsoir. Également Danielle Simonet, bonsoir, oratrice de la France Insoumise. Louis Osalter, bonsoir, vous êtes journaliste à Marianne. Et Mathieu Alterman, bonsoir. Bonsoir. Du Point Pop, voilà, c'est dans le Point et vous êtes dans la rubrique Pop, voilà, une très bonne chronique d'ailleurs, voilà. Culture. Et ce soir, nous parlerons du prix Nobel qui sert parfois à caler des bibliothèques. On parlera également d'Emmanuel Macron qui a passé une semaine un peu compliquée, mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Médiateur de l'extrême, ou comment un homme arrive à faire revenir à la raison deux partis qui ne se parlent plus du tout, une table, des bouteilles d'eau, du papier, un stylo, une pause classe-croûte. Arrivera-t-il au bout de sa mission sans craquer? Médiateur de l'extrême en exclusivité sur RMC Découverte. Voilà peut-être un programme que nous suivrons avec passion dans les prochains jours. Médiateur de l'extrême, ce sera la personne qui arrivera à réconcilier Madrid et Barcelone. Depuis le week-end dernier, les deux partis se font face entre indépendantistes et pouvoir central. La Suisse vient même de proposer son aide dans une médiation sans réponse pour l'instant. Alors que le président catalan a repoussé à mardi son allocution au Parlement régional, le gouvernement espagnol a appelé aujourd'hui à de nouvelles élections afin, je cite, de commencer à refermer les plaies. Tout de suite, nous rejoignons à Madrid Mathieu Le Taillac. Bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu. Alors, toute la journée, on a eu différentes informations. On a l'impression que la situation entre Madrid et Barcelone est en train de s'apaiser. Est-ce que c'est juste une impression de l'autre côté des Pyrénées ? Moi, c'est pas l'impression que j'ai, c'est pas trop l'impression qu'on a à Madrid. C'est plutôt une guerre économique qu'on a vécue aujourd'hui. On en a parlé dans le journal. Des très grandes entreprises catalanes transfèrent leur siège hors de Catalogne. Et en plus, le gouvernement espagnol fait tout pour faciliter ces grandes manœuvres. Les entreprises comme CaixaBank, dont on a parlé, ont des statuts qui prévoient un vote de l'Assemblée générale pour changer le siège social. Eh bien, ces entreprises sont libérées de cette obligation par un décret qu'a pris ce matin le Conseil des ministres à Madrid. Ces entreprises pourront décider d'un changement de siège en quelques heures au conseil d'administration plutôt que de se tenir à une longue procédure pour convoquer une assemblée générale des actionnaires et en plus gagner le vote. Alors le ministre de l'économie, Luis de Guindos, n'a pas dissimulé son objectif, aider les entreprises à quitter rapidement la Catalogne. Puis l'effet n'a pas traîné, on a parlé des banques, mais Gas Natural, c'est un champion du secteur de l'énergie, a annoncé qu'il déménageait de Barcelone à Madrid. Donc Mathieu, ça veut dire que cette mesure pourrait prendre et à ce moment-là, aujourd'hui, affaiblir économiquement la Catalogne ? En tout cas, c'est une espèce de sonnette d'alarme que tirent les grandes entreprises catalanes, les grandes entreprises qui sont, on va dire, proches d'une partie des indépendantistes. Les indépendantistes, c'est un bloc très hétérogène. Il y a à l'intérieur des partis d'extrême gauche anticapitalistes comme la CUP et des partis comme celui du président catalan actuel, le PD4, qui est un parti de centre droit, qui était habituellement le parti que votait la bourgeoisie catalane. Donc en général, les cadres de ce parti sont assez proches des cadres des grandes entreprises. C'est une façon peut-être de se parler de manière indirecte, de dire votre déclaration unilatérale d'indépendance, attention, elle pourrait avoir des effets si elle se produit très dangereux effectivement pour la région, éventuellement pour le reste de l'Espagne. Une dernière chose, Mathieu Le Taillac, on se souvient des images bien sûr la semaine dernière au moment du vote pour le référendum. Est-ce que finalement on annonce déjà des nouvelles manifestations pour ce week-end, peut-être dimanche, une semaine après le vote ? Ah oui, il va y avoir des manifestations ce week-end, mais ça va nous changer un peu. Ça va pas être des manifestations indépendantistes, ça va être lié au sujet catalan. Demain, samedi, à midi, il y a des manifestations qui ont été convoquées devant toutes les mairies d'Espagne, les villes, les villages. Les gens doivent arriver en blanc ou avec un accessoire blanc et les manifestants appelleront au dialogue. La manifestation s'appelle Hablamos, parlem en catalan. Il s'agit d'obliger les politiques de Catalogne et d'Espagne à se parler, de dépasser la crise par le dialogue, une espèce de troisième voie à laquelle une partie des citoyens, disons modérés, aimeraient contraindre les hommes politiques dont ils estiment qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et puis la deuxième manifestation, ce sera dimanche à Barcelone. Il y aura une grande manifestation unioniste, enfin grande, on verra. Il
n'ont pas tant l'habitude que cela de manifester, les Catalans hostiles à l'indépendance. Ce sera l'occasion de se compter et de voir si cette majorité silencieuse qu'ils revendiquent se manifeste dans la rue ou pas. C'est un peu le dernier moment pour eux, se faire entendre avant, effectivement, cette possible déclaration d'indépendance qui pourrait avoir lieu mardi au Parlement catalan. Mardi au Parlement catalan. Merci beaucoup en tout cas Mathieu de Taillac. Vous étiez en direct de Madrid. Éric Scholl, c'est possible de trouver une médiation? Aujourd'hui, on voit il y a certaines personnes qui veulent se proposer leur service. Pour le moment, Madrid ne veut pas de médiation. Si vous voulez, pour le moment, le gouvernement espagnol ne veut pas de médiation. Donc, mais néanmoins, on voit quand même. Ça voudrait dire on accepte finalement d'être au même niveau que la Catalogne. Médiation, ça voudrait dire que effectivement, c'est une sorte de reconnaissance du vote. Or, depuis le début, Madrid dit que ce vote n'est pas constitutionnel et donc qu'il n'y a pas lieu, si vous voulez, à rentrer dans un jeu de négociation. Néanmoins, on voit bien, on le voit aujourd'hui, que le gouvernement espagnol tente plusieurs choses et tente notamment des débuts de solutions et peut-être notamment en essayant de diviser le camp très hétéroclite, il le disait, votre correspondant le disait à l'instant, le temps très très hétéroclite des soutiens à l'autonomie, au Parlement qui était sorti des élections en 2015. C'est en proposant des nouvelles élections. Il y a une majorité indépendantiste, mais ce camp n'a rien à voir ça va du centre droit à l'extrême gauche, il n'a rien à voir et je pense que tout le jeu du gouvernement espagnol, de Rajoy, du Premier ministre Rajoy, c'est peut-être de demander des élections pour essayer de casser la dynamique qui avait été enclenchée en 2015. Daniel Simonet, quand vous voyez aujourd'hui cette situation, on a l'impression, ça a évolué bien sûr depuis dimanche dernier. Il y a une tension aujourd'hui. Est-ce que, à votre avis, on peut s'approcher de quelque chose? Pourtant, les Catalans disent, les Catalans indépendantistes disent mardi, on va se réunir tout de même dans le Parlement. Déjà, il faut quand même bien analyser ce qui est en train de se passer. Quand on voit non seulement les sièges des grandes entreprises, mais des grandes banques aussi qui quittent la Catalogne, les déclarations, par exemple, de M. Moscovici, qui dit, mais de toute façon, la Catalogne, elle peut prendre son indépendance, on ne la reconnaîtra pas au sein de l'Union européenne. Finalement, on se rend compte que cette Europe qui nous ont présentée comme l'Europe des régions, si vous vous souvenez bien des discours défendus, c'est une Europe des régions à partir du moment où surtout la souveraineté des peuples ne s'exprime pas au niveau de ces régions. Et donc là, il y a une pression qui est exercée, qui est extrêmement forte. La répression, les images de répression à l'encontre des urnes sont totalement inacceptables. Et que par contre, la dislocation de ces États-nations, c'est bien le projet de l'Union européenne et de ses politiques qui visent à briser les États par les politiques d'austérité. On va en parler dans un instant de l'Europe. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, encore un mot à propos de la Catalogne. Mathieu Alterman, quand vous voyez ça depuis une semaine, quand vous avez entendu Daniel Simonet, est-ce qu'on est là dans un problème, non pas espagnol, même catalan, mais européen? C'est compliqué, c'est l'auberge espagnole, si j'ose dire un petit peu, c'est le cas de le dire. Bravo. Non, mais moi, il y a un truc qui me fascine dans cette histoire, c'est que parmi les indépendantistes, il y a effectivement des gens d'extrême gauche anticapitalistes, et puis il y a le contraire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent en gros, la Catalogne fait vivre toute l'Espagne, on bosse 10 fois plus que les autres, on a un niveau d'études meilleur, on a plein de sous. Par le libéralisme, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent engrangé par le tourisme, depuis les Jeux Olympiques, par ça. Et ces gens-là se sont mis d'accord pour, finalement, quitter. Mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, il y a un exemple à prendre qui est un exemple français, qui était très bien, qui était en 1988, la crise en Nouvelle-Calédonie. Je veux dire, Michel Rocard avait remarquablement géré la chose. Peut-être que les Espagnols devraient un peu prendre exemple sur ce qu'on a fait, nous, à l'époque. Dans une certaine violence, tout de même. Non. Au départ, oui. Pendant la première cohabitation, il y a eu de la violence. Mais après Michel Rocard, en 15 jours, le problème a été résolu. Louis Alter, c'est vrai qu'on voit quand même on le voit depuis dimanche, des présidents, même une chancelière qui sont un petit peu tétanisés par rapport à ce qui se passe. Ils ne savent pas quoi dire. Emmanuel Macron dit juste, moi je vois avec Madrid, mais on va parler autre chose. C'est vraiment très rapide. Parce que la Catalogne est observée au niveau européen, parce qu'en fait ça réveille des débats qui sont européens. En Flandre, au sein de la Belgique, en Écosse, au sein du Royaume-Uni, en Lombardie, en Italie, voire en Corse, en France, dans plein d'États-nations européens, il y a des débats sur le réveil d'identité régionale. Pourquoi ? Parce qu'avec l'Union européenne, les peuples sont sentis dans une certaine mesure dépossédés de certains leviers de leur souveraineté. Parce que cette Union européenne leur apparaît comme trop éloignée, comme distante vis-à-vis des citoyens. Je voudrais juste ajouter un petit détail. Je termine. Donc il y a une espèce d'absorption des identités, je dirais une dépossession par le haut et par le bas. L'État-nation, au milieu de tout ça, il est écartelé entre une Union européenne qui apparaît trop déconnectée de ses citoyens et des identités régionales qui se réveillent et qui réclament du coup une compensation de souveraineté. Je ne dis pas que c'est la solution. Évidemment que l'indépendance
de la Catalogne, elle provoquerait en Espagne un immense bazar. Le problème, mais je trouve que c'est symptomatique du produit de ce qu'a fait l'Union européenne en se déconnectant des citoyens. C'est politique de concurrence des territoires, voilà, ça disloque les États-nations. Effectivement, ça disloque les États-nations, tiraillés du coup par le haut et par le bas. Imaginons qu'on oublie l'Union européenne, il se trouve qu'en Catalogne, on parle catalan, voilà, ce qui n'est pas le cas en Corse, la plupart des gens parlent français. Il y a une entité qui existe et qui et pour le coup, est complètement imperméable à ce que fait l'Europe, puisqu'elle existait avant même l'Europe. Donc voilà, je pense que l'Europe n'est pas responsable non plus de tout ce qui se passe là-bas. Non, c'est juste que l'État-nation, du coup, se retrouve contesté par le bas, par ses identités régionales, pour le coup, et en même temps, en haut, il a du mal à s'articuler avec l'Union européenne. Et du coup, les peuples ne retrouvent plus les leviers. Ils ne savent plus tellement où est leur souveraineté. À quel niveau ça doit s'exprimer? Est-ce que ça doit être au niveau européen? Est-ce que l'État-nation a encore un sens? Est-ce qu'il faut donner plus de pouvoir aux identités régionales au nom d'un principe de subsidiarité? C'est pour ça qu'une sortie pourrait être un processus constituant qui permettrait au peuple de se refonder, de redéfinir les règles du jeu, redéfinir l'exercice de sa souveraineté dans ce contexte-là. Ça marche dans les zones très riches, c'est tout. Et puis certaines politiques sont pertinentes au niveau européen. Alors, Éric Scholl. Oui, non, pour le moment, le problème, c'est que c'est pas tout ce qui a été fait, effectivement, et va à l'encontre de la Constitution espagnole. Donc il y a un problème, c'est savoir si la prochaine étape, c'est pas plutôt, c'est peut-être une possibilité. Si on y a une médiation, c'est revoir les articles de la Constitution espagnole, parce qu'aujourd'hui, cette Constitution espagnole, elle est verrouillée. Et donc, en fait, elle empêche, ça va être extrêmement difficile pour aujourd'hui la Catalogne, même pas d'aller vers l'indépendance, mais peut-être d'obtenir, si vous voulez, des compétences supplémentaires. Elle en a déjà beaucoup, elle en voudrait encore plus. Comme le Pays Basque. Elle voudrait, par exemple, le Pays Basque, aujourd'hui, le Pays Basque espagnol, aujourd'hui, a une compétence en matière de fiscalité. La Catalogne ne l'a pas. Et c'est un point, évidemment, très important, la fiscalité. Et beaucoup de mesures qui ont été prises par le Parlement catalan ont été considérées, ont été cassées et considérées comme anticonstitutionnelles sur ces dernières années. C'est-à-dire qu'il y a eu un petit retour en arrière, effectivement. Anti-austérité, par exemple. Entre 2006 et 2010. Donc on est sur toutes ces contradictions-là. Alors justement, c'est en pleine actualité européenne que le groupe Les Insoumis à l'Assemblée nationale s'est distingué cette semaine en déposant un amendement pour supprimer le drapeau européen de l'hémicycle pour le remplacer par celui de l'ONU. Alors Daniel Simonet, c'est vrai que c'est assez étonné, au milieu d'arriver comme ça au milieu. Pourquoi ce vœu maintenant? Mais ça vous surprend vraiment, puisque je veux dire, quand on est arrivé à l'Assemblée nationale, vous aviez tous remarqué et noté la phrase de Jean-Luc Mélenchon sur ce drapeau européen. Écoutez, on est dans le Parlement national. Et donc nous votons les lois et nous sommes pour le respect de l'exercice de cette souveraineté populaire. Que fait ce drapeau européen, qui d'ailleurs a été par ailleurs retiré du texte constitutionnel européen, et toutes celles et ceux qui sont attachés à la souveraineté du peuple, les gaullistes à l'époque ne voulaient pas de ce drapeau européen les premières fois qu'on a voulu le mettre à l'Assemblée nationale. Depuis 2005, nous ne cessons de dire la façon dont on construit l'Europe. Donc depuis le référendum, en fait. Le référendum sur le traité constitutionnel européen, nous ne cessons de dire qu'il vise à remettre en cause la souveraineté des peuples et à imposer une seule politique possible, et en plus qui est de l'ordre de la mise en concurrence des territoires, des politiques néolibérales, austéritaires. Donc non, ce drapeau n'a rien à faire à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Et vous savez aussi le projet politique que l'on porte de manière alternative pour qu'il y ait une coopération entre les peuples et pour la paix. Regardez, c'est cette Union européenne qui est responsable de la dislocation des États et qui nous amène plus la guerre qu'elle ne nous prémunit. C'est intéressant comme politique parce que ça nous permet de nous replonger un peu dans l'histoire de ce drapeau européen, d'où il vient finalement. En fait, il n'a pas été inventé dans le cadre de l'Union européenne, puisque c'était dans les années 50 et que ça n'existait pas à l'époque, l'Union européenne. C'est le Conseil de l'Europe, qui est une autre instance, qui elle s'occupait en fait plus des droits de l'homme et d'unir les peuples européens, mais pas du tout en termes économiques, comme l'a fait ensuite la communauté du charbon et de l'acier, la communauté économique européenne, puis l'Union européenne. C'est dans ce cadre-là qu'a été créé ce drapeau européen. Et j'ai retrouvé la mission qui lui avait été donnée, c'était de refléter les valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun des peuples européens. Est-ce que l'Union européenne a suivi pour préconisation de respecter le patrimoine commun des peuples européens et d'essayer de créer quelque chose à partir de là? Ou est-ce que ça a dérivé en une espèce de technicisation, une orientation néolibérale, on va répondre quelque chose qui était idéologiquement orienté et qui ne respectait pas justement cette préconisation qui avait été donnée au drapeau européen. C'est là aussi c'est en ces termes-là qu'est posé le Est-ce que ça vous choque que ce drapeau soit à l'Assemblée nationale ou alors sur le portrait du président de la République? Oui, c'est ça. Non, moi je suis extrêmement choqué que cette polémique puisse exister en fait. C'est le contraire. Je trouve, moi j'ai entendu ce que disait Daniel Simonet tout à l'heure. Je pense que Marine Le Pen, mot à mot, aurait pu dire la même chose. Je suis désolé. C'est pas un argument, ça, je trouve. Si, quand même. Il se trouve que le Front National a
applaudi la décision quand même des Insoumis. Est-ce Il y a un que moment pour Oui, autant mais on pourrait parler du fond. On pourrait parler du fond au lieu de dire Marine Le Pen. il y a une symbolique Non, pas européenne du tout. très importante. L'Europe a été déchirée par 2 guerres mondiales. Il y a un drapeau. Il vous plaît pas, mais enfin, vous êtes complètement minoritaire dans l'Assemblée. Vous pouvez pas imposer le fait que vous n'aimez pas. Mais Enfin, ça n'est pas l'Union européenne qui nous protège et nous protège des guerres. Regardez l'Union européenne, elle a une part de responsabilité énorme au niveau de la Yougoslavie. C'est votre avis. Moi, je suis attachée à l'idée de la paix. Je suis attachée à la paix et je pense au contraire que la politique imposée par l'Union européenne de mise en concurrence des territoires. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire de l'Europe? Mais vous ne la connaissez pas, l'histoire de l'Union européenne. Je suis attachée à l'idée de l'Europe, c'est de la provocation. à la réalité totalement contraire de ce qu'ils en ont fait. Justement, ils n'en ont pas fait une Europe qui protège, ils en ont fait une Europe qui va à l'encontre des intérêts des peuples européens. On va continuer européens. à parler de l'Europe dans un instant et de ce drapeau, voilà, finalement européen. Dans un instant, l'info à 20h20, Stéphane Milhomme. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, nous parlons de l'Europe en ce moment. Alors c'est vrai qu'à chaque fois on revient sur l'Europe, parce que depuis quelques temps maintenant elle traverse beaucoup de crises. Est-ce que là nous sommes à la veille d'une nouvelle crise avec la Catalogne? Et justement en France, le groupe Les Insoumis à l'Assemblée nationale cette semaine a déposé un vœu pour enlever le drapeau de l'Union européenne présent dans l'hémicycle et le remplacer par celui de l'ONU. Éric Scholl, est-ce que ça a un sens pour vous finalement de remplacer ce drapeau, de mettre celui de l'ONU à la place? J'avoue que je comprends pas du tout. Qu'on soit pas d'accord avec la politique de Bruxelles, qu'on soit contre, qu'il y ait un débat sur la politique européenne, heureusement et très bien, les Insoumis peuvent évidemment, et c'est ce qu'ils font, évoquer leur point de vue. Mais allez, se dire que maintenant on va changer ce drapeau, mais bientôt on va changer le drapeau français parce qu'on n'est pas d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron. Enfin, il y a quand même un moment, on est quand même dans cette Europe dans laquelle on vit tous, et on sait aussi, c'est pas par hasard si l'Union européenne à un moment a reçu le prix Nobel de la paix. C'était il y a quelques années. On parle du prix Nobel aujourd'hui. Oui. C'est aussi parce que cette Union européenne, elle a certainement beaucoup de défauts. On peut tout revoir sur le plan de la politique économique, sans doute, on peut avoir ces débats. Mais maintenant, voyons aussi ce qu'elle a apporté depuis qu'elle a été construite. Et Simonet, vous voulez répondre ? Écoutez, on vient d'avoir un débat sur la dislocation des États du fait de la politique européenne. On pourrait aussi parler de la montée des extrêmes droites, notamment en Allemagne, après les élections qui sont quand même pas si loin derrière nous. Voilà ce qu'elle porte en germe. L'idée de l'Europe au service de la paix, l'idée de la coopération entre les peuples au service de la paix. Est-ce que c'est pas ce que porte ce drapeau, finalement ? Nous y sommes très fortement attachés. Mais la construction de l'Union européenne, symbolisée à travers ce drapeau, aujourd'hui, ce qu'il incarne aujourd'hui, va à l'encontre justement de ces objectifs-là. Nous allons participer, puisque nous en étions d'ailleurs à l'initiative, au prochain sommet internationaliste du plan B, où justement nous construisons des partenariats avec d'autres forces politiques à l'échelle européenne et au-delà, pour construire d'autres coopérations entre depuis les le traité de Maastricht en 92, sortir de ces traités libéraux. Le traité de Maastricht en 92, voté par le peuple français, il y a une citoyenneté française. Il y a une citoyenneté européenne, pardon. Il y a une citoyenneté européenne. Elle existe, cette citoyenneté. Donc aujourd'hui, s'il y a des choses comme la fonction publique européenne, on se dit, voilà, mais aujourd'hui tout ça existe, ça a été mis en place par Maastricht, voté par le peuple français. Elle a été respectée en 2005. Le peuple français n'est pas le seul à voter majoritairement contre. On n'a absolument pas respecté ça. Mais Maastricht, ils ont voté pour les Français. Les Français ont voté pour Maastricht. Oui, moi j'allais voter contre. Les citoyens européens dont vous parlez, ils ont voté contre le projet de référendum. Et pas uniquement, ont voté contre le traité constitutionnel européen et on leur a refourgué l'intégralité du traité constitutionnel européen. Mais non, qui n'a pas été validé par les citoyens européens. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est qu'un référendum, les gens sanctionnent ou pas le gouvernement en place. Les Français ont voté contre parce qu'ils ont sanctionné le gouvernement Chirac à l'époque. En 2005, ce débat qui a traversé tout le pays. Nous avons eu un débat dans tout le pays extrêmement fort avec un haut niveau de prise de conscience du peuple, mais bien plus important en 2005. Souvenez-vous, tous les médias, ils étaient eurobéats comme vous, avoir une adhésion. Je vais vous dire, on va revenir sur le drapeau. Vous avez fait l'erreur absolue. Les gens reprochent aujourd'hui aux Insoumis d'être contre tout. Et vous êtes même contre ce drapeau. Vous vous rendez compte, c'est une erreur politique que vous allez payer. Enfin, c'est comment ? Si vous changez la Constitution, vous changez le drapeau. Vous êtes inquiété. Mais je trouve que c'est... Attendez, moi je pense à Simone Veil qui n'est plus là. Elle se retourne dans sa tombe. Je pense à Jacques Delors qui, lui, est toujours là. Il ne doit plus dormir. Enfin, c'est quand même des gens qui vont compter plus dans l'histoire que vous. Que Jacques Delors ne dorme pas, ne m'inquiète pas plus que cela. Écoutez, allez donc voir le peuple grec.
s'il trouve que l'évolution de la construction européenne va dans son sens. Allez donc voir le peuple espagnol. Mais rappelez-vous le peuple grec quand il est rentré dans l'Union européenne, la Communauté européenne, où il venait, le régime L'Union des colonels. européenne, sa politique, c'est marchandiser l'ensemble des activités humaines, marchandiser l'ensemble des activités humaines pour faire plaisir aux intérêts des grands banquiers, de la Goldman Sachs et de la classe dominante allemande. Daniel Simonet, je pense aussi à mon banquier moi ce soir, voilà. Donc il faut que je passe la parole à Louis Osalter. C'est vrai qu'on voit quand même cette passion de l'Europe. On voit qu'il y a toujours cette trace quand même de 2005. Quoi qu'on en parle, pendant la campagne, voilà, même quand on en parlait, l'Europe s'était invitée malgré tout dans cette campagne présidentielle. On voit que cette trace de 2005 est toujours présente. Bien sûr, parce que cette France du non, elle existait, qu'on le veuille ou non. Évidemment que des considérations de politique nationale rentrent toujours en ligne de compte dans un référendum. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas respecter la volonté du peuple? Est-ce que si le Brexit est pour d'autres raisons que l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne, il faut dire au peuple « Ah non, finalement, ça ne nous arrange pas de sortir de l'Union européenne. » Si ce n'est pas dans l'intérêt du pays, c'est un débat, effectivement. Ah bon, donc vous êtes prêt à dire... c'est intéressant. Vous n'êtes pas démocrate. D'accord, bon, alors... Vous ne respectez pas la souveraineté du peuple. La majorité est souvent des Pas tous ensemble, pas tous ensemble. Allez voir la Commission européenne. Je pense que certains d'entre eux partageront parfaitement votre conception de la démocratie qui consiste à se passer des peuples, parce qu'après tout, le peuple... Ah, mais oui, laissons bon sang diriger les référendums n'étaient pas obligatoire. S'il vous plaît. Non, oui, pas tous ensemble. Au mécanisme obligatoire. Ils auraient très bien pu faire le truc sans même de référendum. C'est tout à fait légal. C'est tout à leur honneur d'avoir consulté le peuple. Le peuple a dit non. Maintenant, il fallait respecter sa volonté. Nicolas Sarkozy, quand il arrive au pouvoir, s'assoit sur cette volonté en faisant le traité de Lisbonne. Aujourd'hui, ce traité de Lisbonne, il a introduit les mécanismes qui avaient été refusés en 2005. Aujourd'hui, ces mécanismes en fait, pas grand monde ne comprend, parce qu'à mon avis, le nœud du problème est vraiment là. Il a éloigné l'Union européenne. Ce qu'on va faire, c'est que des citoyens. Dans un instant, on va parler d'un Européen. Je fais pas de la provocation ce soir, mais c'est Emmanuel Macron et sa semaine. On parlera également des prix Nobel de la paix. Et oui, puisque l'Union européenne a été prix Nobel de la paix, mais apparemment, ils n'ont pas assisté à des discussions comme celle-ci. Voilà la suite du programme des informés de France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils plongent avec délectation et passion dans la pistoche de l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Éric Scholl, directeur de Courrier International, Daniel Simonet, oratrice de la France Insoumise, Louis Osalter, journaliste à Marianne, et Mathieu Alterman du Point Pop. C'est ce qu'on appelle une partie pour rien. Un peu comme dans Tomb Raider, quand vous n'arrivez pas à voir l'arc, vous êtes obligé de recommencer parce que vous n'arrivez pas à sauvegarder. Alors on revit le naufrage. Voilà, bref, j'ai une vie merveilleuse en tout cas. Emmanuel Macron a donc eu une semaine un peu pour rien en fait, parce que Whirlpool devait montrer l'apaisement entre le monde du travail et la politique gouvernementale. Le déplacement en Corrèze devait tranquillement lancer des concertations sur la formation professionnelle et patatras, arrive le mauvais mot, en fait assez bien calculé, on s'en est rendu compte, sur ceux qui, je cite, foutent le bordel. Alors un sondage montre que 57% des Français ont été heurtés par ces propos, exagérés ou non, astuces de communicants ou non, ça peut faire penser à quelqu'un, mais à qui déjà En tout cas, au jeu des 7 ressemblances, Marie-Noëlle Lienemann, la sénatrice socialiste, a bien une idée, on l'écoute. C'est la stratégie de Sarkozy de toujours clouer au pilori une partie de la population française et de la mépriser. On voit que ça n'a pas réussi au président de la République, mais surtout, ça crée un climat détestable dans le pays. Les chômeurs seraient des fainéants. Les gens qui sont licenciés devraient être contents à partir du moment où ils seraient formés pour faire autre chose, sans penser aux conditions dans lesquelles ça se fait. Tout ça est extrêmement grave, à un moment où on voit bien que dans le pays, il y a un malaise très profond. C'est pour ça qu'ils s'énervent. Voilà, Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice socialiste de Paris. Mathieu Alterman, pour vous, est-ce qu'il y a un petit air de Nicolas Sarkozy chez Emmanuel Macron en ce moment? Non, parce que je pense que Nicolas Sarkozy ne contrôlait pas du tout, en fait, et je crois que c'est très très contrôlé de la part d'Emmanuel Macron. En fait, son intention, c'est qu'on rapporte ses propos en les caricaturant de manière à ce que, par exemple, là, on vient d'entendre une sénatrice qui dit qu'il a dit que les Français étaient fainéants. Il n'a pas dit ça. La vraie chose, c'est pas ça. Donc ça l'arrange, parce qu'après, il dit regardez, on dit que j'ai dit ça, mais c'est pas bon, et au final. Et aujourd'hui, il regrette qu'on ne parle que ça. Voilà, oui, mais je pense que c'est vraiment très pensé, moi. Je pense que c'est très quand même pensé. Bien gâché sa séquence. Donc moi, je pense pas. Je pense que c'était pas contrôlé chez Sarkozy, et je pense que ça ne l'est pas plus chez Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qui est quand même l'as de la com pendant sa campagne présidentielle, qui veut absolument tout contrôler. Je pense qu'aussi bien chez Sarkozy que chez Macron, c'est en fait
c'est quelque chose qui ressort à des moments où il ne contrôle pas. Je vois franchement pas l'intérêt qu'il y aurait eu à ce que ces propos ressortent, alors qu'il avait précisément un message à passer sur la formation professionnelle en Corrèze, et que toute sa semaine était justement destinée à déminer un peu, à se tourner un peu plus vers les chômeurs, les gens qui galèrent, les gens qui cherchent du boulot, les gens qui veulent se former. C'était ça en fait dans l'agenda de l'Élysée, c'était le plan de la semaine. Et c'est pour ça qu'ils ont galéré ensuite à essayer de déminer les propos d'Emmanuel Macron. On a eu des versions différentes de 3 conseillers plus Christophe Castaner qui nous a expliqué qu'en fait les Français n'étaient pas assez cultivés donc il fallait se mettre un petit peu à leur niveau. Je caricature légèrement, mais c'est quand même un peu ce qu'il a dit. Et à chaque fois, on a eu des sons de cloche différents sur les explications d'Emmanuel Macron. Macron. Donc je pense que ce n'est pas calculé chez lui. Et ça, c'est les limites de sa communication. Il y avait l'histoire des fainéants qui étaient en fait les rois fainéants, qui était une allusion politique précédente. Ça, c'est autre chose. Il l'avait répété le lendemain d'ailleurs. Et là, on part sur un autre truc où il y a une vidéo depuis aujourd'hui. On s'aperçoit qu'il y a vraiment une polémique sur pas grand-chose. D'accord. Non, les rois fainéants, vous avez une autre explication qui était donnée, mais bien sûr qu'il a traité ceux qui contestent sa politique de feignant. Et bien évidemment qu'il y a dans la communication de Macron, il y a une volonté ça révèle à la fois un mépris de classe énorme, et il y a une volonté de brutalité, de diviser les citoyens entre eux. Et rappelons-le, je veux dire, quand il sort cette phrase-là, au même moment, vous avez des salariés de GMS qui essayent de rentrer en communication avec lui. Ils se font gazer par les forces de l'ordre, ils sont réprimés comme ils ont été très durement dans toute leur lutte. Mais 156 se retrouvent sur le carreau. Ils sont au chômage, ils ont plus de 50 balais. Ça veut dire qu'ils ont une situation où vous pouvez leur proposer des formations, ils savent très bien que c'est du pipeau. Et la réponse que Macron leur fait est totalement descotchée de la réalité sociale hyper violente qu'ils vivent. Voilà, donc c'est un mépris de classe, alors que ce monsieur Macron, c'est lui qui fout le bordel dans le pays. Parce que sa politique, quand il supprime les contrats aidés, vous avez je ne sais pas combien de départements qui ont été obligés de retarder la rentrée scolaire. C'est l'hôpital qui dysfonctionne, avec de la souffrance à tous les niveaux. En même temps, alors, Mathieu, juste pour 2 secondes. En fait, la stratégie de Macron, c'est de radicaliser l'opposition. Il y arrive. Voilà. Alors, justement, on va en parler de ça dans un instant. Éric Scholl, pour vous, c'est ce coup de com', en effet, on se dit, ah là là, Macron, oh zut, il a dérapé. Je vais peut-être vous étonner, mais je suis en partie d'accord avec ce que vient de dire Daniel Simonet. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, c'est brutal. Et que c'est une parole qui était peut-être accidentelle, peut-être volontaire ou mal contrôlée, mais à la fin, elle est brutale. Elle arrive dans un contexte où on a quand même eu des élections cette année qui ont montré à quel point il y a une colère en France qui est forte. Cette colère, il ne faut pas la traiter par la brutalité. Il faut respecter d'une certaine façon cette colère. Et évidemment, y trouver des solutions. Les solutions, elles viendront de la politique ou des politiques, mais elles ne viendront pas de petites phrases parisienne, puisque c'est aussi ça qui peut être ressenti, c'est-à-dire des phrases du haut qui arrivent. Moi, j'ai les solutions à tout. Je pense que c'est une erreur. Il y a 150 km, par exemple, pour certains de là où ils habitent et l'entreprise concernée où il aurait voulu que... Daniel Simonet, en effet, mais ce que dit Mathieu Alterman sur le côté radicaliser l'opposition. On le voit d'ailleurs, ce terme feignant était dans les manifestations. Bien sûr. On se souvient il y a 2 semaines. Ça permettait de faire des beaux slogans. Exactement. D'ailleurs, il y en avait un, le meilleur slogan quand même de l'année reste quand même cette personne qui avait une pancarte en disant trop feignant pour écrire un slogan, voilà, donc ça c'était très bien, mais voilà, est-ce que finalement il n'y a pas aussi un jeu avec l'opposition, que aujourd'hui on dit Jean-Luc Mélenchon est l'opposant numéro 1, avec ça en disant, voilà, on radicalise, on sait exactement comment il va réagir, et comme ça j'annule le reste de la classe politique, et j'ai un opposant officiel. Moi je vous laisse ces commentaires-là, parce que mon rôle il n'est pas de commenter, d'être de ce point de vue, de commenter les stratégies des uns et des autres. Moi ce que je peux vous dire, comment est-ce que c'est perçu par les citoyens et citoyennes? C'est perçu pour ce que c'est, un mépris hallucinant, et d'un président de la République qui vraiment, tel le vieux monarque, méprise complètement ses sujets, est totalement déconnecté de la réalité sociale qu'il leur impose par sa politique totalement injuste socialement. Ce président des riches qui, pendant ce temps, va accorder plus de la moitié des baisses d'impôts aux 10% les plus riches, eh bien, voilà, la colère, elle continue à monter dans ce pays. Regardez, lundi, vous allez avoir une réunion intersyndicale avec un spectre très large en termes d'unité. Bon, la mobilisation, elle continue. Et que M. Macron soit prévenu, lui, il fout le bordel avec ses politiques néolibérales, et c'est les mobilisations qui vont rappeler la défense de l'intérêt général. Alors on va voir ça justement la semaine prochaine, mais on va voir ça exactement aussi dans 1 minute 30, puisque l'info à 20h40, c'est Stéphane Milhomme. 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors la semaine prochaine, justement, il y aura un rendez-vous social pour le gouvernement, également pour les Français. C'est mardi, puisqu'il y aura des manifestations du service public. Mais juste avant, lundi, c'est tous les syndicats qui se réunissent pour savoir quelle action donner à la suite du mouvement. Justement, Louis Osalter, on voit quand même des syndicats qui ont accepté de se retrouver, mais qui campent quand même sur leur position. La CFDT, aujourd'hui, ne veut pas aller dans la rue. Donc c'est quand même le premier syndicat du privé. Donc ça fait quand même des forces. Force ouvrière, là, il a été poussé, Jean-Claude Nailly, par sa base. Plus qu'un peu, je crois. Est-ce que finalement ça peut changer la donne, cette réunion? Non, parce que je pense que c'est trop tard sur le calendrier. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a très bien joué sur ce coup, pour le coup, et Muriel Pénicaud aussi, en faisant mine d'entamer un dialogue avec les syndicats. Mais ce qu'ils ont fait, en fait, parce que pendant l'été, ça a réellement négocié entre les centrales et le gouvernement. Derrière, les centrales avait dit d'ailleurs en sortant de Matignon. Il a dit on a fait le travail et c'est ce qui explique en partie l'attitude de Jean-Claude Mailly, qui maintenant se fait rattraper par sa base parce qu'il a accepté de négocier. Il s'est rendu compte à la fin de l'été que pour lui le compte n'y était pas et que donc les éléments qu'il essayait lui de pousser en contrepartie de ce que le gouvernement voulait avoir, il ne les a pas obtenus. Sa base s'en est aperçue, lui il est bien embarrassé et en fait sa réaction elle est typique de celle de la plupart des autres syndicats qui se sont aperçus à l'issue de la négociation qu'en réalité avoir joué le jeu de cette négociation-là, ça n'a pas pesé. Du coup le mouvement, je pense qu'il est un peu tardif par rapport au calendrier et à l'application des ordonnances et c'est ce qui donne l'occasion à Jean-Luc Mélenchon de récupérer le mouvement social en essayant de le faire aller au-delà des ordonnances. C'est quand même ce qu'il essaye de faire. Et il essaye quand même de se substituer au mouvement syndical. Et il en profite de la faiblesse des syndicats pour récupérer ce mouvement-là. C'est ce qu'on a un peu compris. Ça, c'est la musique. C'est la musique. Mais c'est de la stratégie politique. Que beaucoup de médias veulent mettre depuis le début. C'est pas qu'on veut, c'est qu'on constate. Non. Depuis le début, vous voulez faire croire que, par exemple, la grande marche du 23 septembre se voulait une concurrence avec les marches du mouvement syndical. Absolument pas. Les organisations syndicales, elles mobilisent les salariés en semaine. Nous avons pris, nos responsabilités en tant que force politique de mobiliser l'ensemble de la société le week-end parce qu'on estime que non seulement la casse du Code du travail, mais l'ensemble des autres mesures relèvent d'un coup d'État social, c'est-à-dire va remettre en cause l'ordre social. Mais nous proposons et nous souhaitons se mettre à chaque fois, et on le fait à chaque manifestation, se mettre au service des mobilisations syndicales. Et là, je vous assure, lundi, le fait que la CFDT réponde favorablement pour participer à une réunion à l'invitation de la CGT, que vous ayez un spectre aussi important, que le 10 octobre, la manifestation sur la fonction publique, qui de fait maintenant va être débordée également par d'autres secteurs, va être mais qui est autant d'organisations syndicales, il y a une unité qui est plus forte que celle contre la loi El Khomri. Est-ce que vous allez vous-même appeler à de nouveaux rassemblements, vous-même, juste la France Insoumise? Est-ce que après le 23, est-ce que vous allez continuer à en faire justement pour surfer sur ce mouvement? Ce que nous avons dit le 23 septembre dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, c'était de dire, écoutez, il y a eu des mobilisations syndicales, il va y avoir de nouveaux rendez-vous également dans différents secteurs. Nous avons fait le 23 septembre cette grande marche où il y avait plus de monde que le 18 mars pendant la campagne présidentielle. Et maintenant, nous pensons qu'il faut que toutes ces dynamiques, elles convergent. Et il faut qu'il y ait une grande manifestation commune. Et nous sommes prêts à se mettre derrière les cortèges syndicaux à l'occasion de cette mobilisation. Ça nous semble important. Après, on assume notre rôle. Et donc, on essaye de mobiliser la jeunesse. Et on a sorti un superbe tract à 500 000 exemplaires pour montrer à quel point la jeunesse elle a intérêt à participer, à mettre un coup d'arrêt à la politique de Macron. D'ailleurs, Éric Scholl, vous l'avez d'ailleurs, ce tract. Alors justement, on le voit lundi, donc il y a une réunion en effet importante des syndicats. Mardi, une manifestation de la fonction publique qui sera apparemment assez suivie puisque tous les syndicats ont appelé à cette manifestation. Est-ce que cette nouvelle qu'il y a eu, par exemple, hier de l'INSEE qui table sur une croissance plus importante, 1,8, est-ce que Emmanuel Macron peut surfer dessus et justement dire aussi à un moment, regardez, on va peut-être, ça peut porter ses fruits, la politique que je suis en train de mener, donc ça sert à rien de manifester. Évidemment, la conjoncture lui est favorable. Je suis pas sûr qu'il y soit pour beaucoup dans cette conjoncture, mais ce qui est certain, c'est que sûr que non. Il y en a un d'ailleurs qui doit se dire tiens ça c'est la courbe c'est inversée. François Hollande. On a effectivement une conjoncture qui est plus favorable en termes de croissance, puisqu'on est maintenant, l'INSEE nous dit, sur 1,8, c'est-à-dire un niveau qu'on n'avait pas atteint depuis 2011. Et cette conjoncture, on la retrouve d'ailleurs partout ailleurs en Europe. Je veux dire, c'est pas une spécificité française. Elle est même plutôt bien poussée. Et on la retrouve aussi ailleurs. Les pays émergents sont repartis, on l'oublie, mais on parlait du Brésil qui va très mal, mais l'économie brésilienne va pas si mal que ça. L'économie chinoise, etc. Juste pour pondérer, l'INSEE dit, en effet, il y a plus de croissance, mais ça sera pas forcément très bon pour l'emploi. Non. Voilà.
parce qu'on a arrêté aussi les emplois aidés, donc ça va aussi se voir sur la partie dans les créations d'emplois non marchands. On va avoir une petite baisse par rapport à 2016. Non, il ne va pas avoir... le taux de chômage va rester quand même à 9,5, à 9,4, je crois. Mathieu Alterman. Moi, je pense que le gouvernement pense deux choses. C'est-à-dire qu'ils sont là depuis 5 mois, donc les mobilisations dans les rues peuvent moins fonctionner qu'en fin de mandature. Ça, c'est logique, bon, déjà. Et puis, la deuxième chose, c'est que le gouvernement pense qu'on peut réformer que quand les indices sont plutôt bons. Ce qui est vrai. Et même, j'irais même plus, il est criminel de ne pas réformer quand les indices sont bons. Ce qu'on a vu d'ailleurs à la fin des années 90, où il y avait une embellie économique sous Jospin, et finalement, les réformes ont été quasiment inexistantes. Ouais. Louis Alter, on a vu quand même une mobilisation, c'était donc le 21, là, quand les syndicats ont appelé, même eux ont dit que c'était moindre aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a quand même un problème pour mobiliser socialement. On voit les Français qui sont partagés, d'ailleurs, sur le code du travail. En effet, ils peuvent se méfier, mais en même temps, ils ne soutiennent pas le mouvement social pour autant. Oui, c'est ça. En fait, il y a une ambivalence. Chez les Français, il y avait, dans les enquêtes d'opinion en tout cas, il y avait plutôt une opposition à la philosophie de la réforme du gouvernement, jugée trop libérale, trop favorable au MEDEF, trop favorable au patron. En revanche, il y avait aussi chez les Français une volonté de changer quelque chose quand même au code du travail, de ne pas rester figé. Donc en fait, il y a une volonté de réforme chez les Français. C'est aussi en partie pour ça, peut-être qu'ils ont voté pour Emmanuel Macron. Mais là, il y a un sentiment qui commence à se cristalliser, qui est qu'Emmanuel Macron, en fait, va trop loin et qu'il ne donne que d'un côté. Il avait dit c'est le en même temps, donc c'est la justice sociale en même temps que la flexibilisation, que la libéralisation, que les cadeaux qui sont quand même faits au patronat. Or, je pense que dans l'opinion publique, en ce moment, il se cristallise le sentiment que les gagnants ne sont que d'un côté. Ça se traduit vraiment de façon éclatante sur les mesures fiscales. 3 milliards d'euros qui sont rendus sur l'impôt sur la fortune, c'est-à-dire 1% des contribuables, je vais y arriver. Mais là, par exemple, et à côté de ça, 1,5 milliard d'euros qui est rendu aux autres contribuables. Il y aurait l'idée des allocations Ce déséquilibre, familiales. il traduit quand même ce sentiment qui est que Emmanuel Macron donne plus à certains qu'à d'autres. Daniel Simonet, quand vous entendez justement cette semaine, même Bruno Le Maire qui en parlait de ces allocations familiales pour les familles les plus aisées, aujourd'hui les supprimer, ça va pour vous, ça va dans le bon sens ? Alors, je vais encore être critiquée pour celle qui est contre, mais moi, on est très attaché à l'universalité des allocations familiales. Les allocations familiales, c'est pas un outil de redistribution des richesses, ça c'est l'impôt qui permet la redistribution des richesses. Et moi, je suis féministe et je vous ai expliqué pourquoi il faut préserver cette universalité. Nous avons toujours des femmes qui ont majoritairement un salaire inférieur aux hommes. Voilà, nous subissons toujours ces inégalités et cette domination patriarcale. Et si vous faites en sorte que les allocations familiales soient calculées sur les revenus d'un couple, par exemple, eh bien, vous pouvez être sûr que celle qui a un petit salaire, on va grosso modo lui dire, bon bah finalement, si ton petit salaire, il fait en sorte qu'on n'ait plus droit aux allocations familiales, autant que tu restes à la maison pour qu'on puisse avoir toujours les allocs. Donc c'est totalement contraire à l'émancipation des femmes. Et donc, c'est aux impôts, et on propose, nous, donc vous serez contre la proposition de cette mesure. Mais bien sûr, et c'est par la réforme de l'impôt, en mettant le nombre suffisant de tranches d'impôt sur le revenu, qu'on organise la redistribution des richesses, qu'on taxe le capital, ce que ne fait pas ce gouvernement, et pire, avec sa réforme de l'ISF. Alors je crois qu'on a bien compris, Daniel Simonet. Voilà, je vais vous le dire. Voilà. Donc, eh bien écoutez, voilà, l'info à 20h50. Le président des riches, très bien. L'info à 20h50, Stéphane Milhomme. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info. C'est vrai qu'on a hâte, Mathieu Alterman, d'un coup, de découvrir ce projet. Ah bah, il y a intérêt à vite le sortir, s'ils veulent faire découvrir. Bah oui, tout à fait. Allez, vous savez, on va juste terminer par prix Nobel de la paix. Vous savez, le prix Nobel de la paix, c'est l'enfer. Vous imaginez, vous recevez cette récompense et après, fini de râler partout, dans la queue de la pharmacie, ou également quand vous appelez la hotline de Orange, impossible de vous énerver sans vous entendre dire je croyais qu'un prix Nobel, c'était plus cool que ça quand même. Un peu avant midi à Oslo, l'Académie des Nobel consacrait donc l'ICANN comme meilleur faiseur de paix de l'année. La campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires a reçu ce prix pour ses efforts contre ces armes de destruction massive au cœur des tensions internationales actuellement en Iran et en Corée du Nord. Avec ce Nobel, c'est un peu Donald Trump et Kim Jong-un qui ont gagné et ils n'ont pas été oubliés dans le speech des gagnants. Béatrice Fine, elle est directrice de l'ICANN. C'est un moment de grande tension dans le monde, alors que les déclarations enflammées pourraient tous nous conduire inexorablement vers une horreur sans nom. Le spectre d'un conflit nucléaire plane à nouveau largement. S'il y avait bien un moment pour que les nations déclarent leur opposition sans équivoque aux armes nucléaires, bien ce serait maintenant. Voilà, Béatrice Fine, donc directrice de l'ICANN. Éric Scholl,
C'est très symbolique ce prix. En même temps, c'est une ONG qui œuvre pour que l'ONU interdise... Pardon ? Un ensemble d'ONG. Oui, c'est ça, voilà. Et qui œuvre pour que l'ONU donc interdise l'arme nucléaire, mais il n'y a aucune des 9 puissances nucléaires qui veulent signer. Est-ce que voilà, on est vraiment là dans le symbole? Une nouvelle fois, on peut se poser la question de l'utilité et véritablement du prix Nobel de la paix. Ça permet au moins d'avoir ce débat, à nouveau de remettre ce débat sur le nucléaire. Donc effectivement, l'ICANN avait fait une charte qui est signée, je crois, par peut-être 125 pays. Simplement, maintenant, pour la mettre en œuvre, il faudrait que 50 pays acceptent de la mettre en œuvre, et dont les 9 puissances nucléaires, on n'imagine pas encore aujourd'hui, dont la France, États-Unis, Russie, Grande-Bretagne, et ces pays-là vont pas aujourd'hui renoncer évidemment à leur arsenal nucléaire. Donc on est quand même dans un débat qui reste symbolique. Néanmoins, on a quand même vu cette année avec ce qui s'est passé en Corée, autour de la crise de Corée du Nord, et puis avec le sort, si vous voulez, de l'accord nucléaire iranien. On voit bien il va y avoir des discussions. On sait que le président Trump était très opposé à cet accord. On voit que ce sujet du nucléaire est très très loin d'être présent toujours. Bien sûr. C'est ça. Mathieu Alterman. Non, moi je trouve que ça a une grande portée symbolique, mais ça me fait penser à la phrase de François Mitterrand dans les années 80 qui disait les pacifistes ils sont à l'ouest, mais les ogives nucléaires elles sont à l'est. C'est quand même un peu ça le problème. Et pour vous, est-ce que ça a encore un écho important, justement, un prix Nobel de la paix? Est-ce que ça fait quelque chose? Ça médiatise en effet, mais est-ce que on en est encore finalement dans un vieux réflexe du début du XXe siècle? Non, moi je pense que en tout cas ce prix-là est important parce que ça fragilise encore plus Donald Trump pour le coup. C'est déjà, moi j'ai jamais connu un président américain aussi fragilisé depuis ma naissance, mais avec ça, puisqu'il est forcément contre, ça le fragilise encore plus et on est dans une situation assez inédite. Alors justement, Daniel Semonnet, vous me disiez en arrivant que vous étiez contente justement que ça soit attribué à ce consortium justement d'ONG. Pourquoi c'est extrêmement important de se dire que la question de la sortie du nucléaire doit être débattue. Jean-Luc Mélenchon, pendant la campagne présidentielle, c'était le seul candidat à défendre le fait qu'il y ait une conférence internationale en faveur de la sortie, justement, en faveur du désarmement nucléaire. C'était le seul à défendre cela. Donc, nous, on est très fiers de cette décision, même si on est de l'ordre du symbole, mais parce qu'il faut absolument avoir le débat. Parce que quand on voit le tête-à-tête Trump-Corée du Nord, on se dit, oui, il va falloir absolument accélérer ce débat-là du désarmement nucléaire, en commençant d'ailleurs par les plus gros. Et en même temps, ce qu'on peut vous dire, Daniel, aussi, c'est le côté, c'est que l'arme nucléaire aujourd'hui est une arme de dissuasion. Voilà, ça empêche aussi, c'est ça. C'est-à-dire que longtemps, ça a pu, avec ça, préserver la paix. En gros, c'était... Voilà, il faut un désarmement nucléaire multilatéral, conjoint, qui soit programmé, planifié. Et c'est au niveau international et c'est une nécessité. Donc c'est important, qu'ils assurent le prix Nobel de la paix. Alors, il y a d'autres débats à avoir aussi sur même les titres donnés à d'autres personnes et qui ont évolué différemment. On pourrait parler de la Birmanie. Mais rapidement, exactement. En effet, c'est ça qui est un peu compliqué. On le voit avec le prix Nobel. Il y en a deux auxquels on pense forcément. Il y a Aung San Suu Kyi aujourd'hui avec le massacre des Rohingyas, et juste rapidement, il y a surtout Barack Obama, on se souvient en 2009, qui a plombé. Je vous en ai trouvé un autre. Sa présidence. Je vous en ai trouvé un autre. En 1929, le prix Nobel de la paix est attribué à Frank Kellogg, secrétaire d'État américain, qui est à l'origine du pacte Briand-Kellogg entre le ministre français des Affaires étrangères et ce secrétaire d'État américain. C'était un traité qui était destiné à rendre la guerre illégale, tout simplement, dans le monde entier. On connaît la suite. Les années 30, la montée de l'Allemagne nazie, la Seconde Guerre mondiale. Donc il faut se méfier des prix Nobel. Mais la médiatisation a quand même servi à des moments. Par exemple, Martin Luther King, c'était quelques mois après son grand discours, il y avait il a reçu le prix Nobel de la paix, et ça permet aussi de mettre des thèmes en avant. Ça doit se terminer les informés de France Info. Merci beaucoup Daniel Semonnet d'être passé ce soir. Merci Mathieu Alterman.